Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis en train de partager l'écran. Voilà. Vraiment, c'est une super opportunité pour moi de partager, de soumettre quelques idées comme ça, aussi bien à Estelle Cantillon qu'à vous tous. Voilà. Donc, en dehors de cet écran, je vais aussi commencer par vous partager un malaise, en fait, un double malaise qui est celui qu'on peut éprouver face aux problèmes environnementaux, sans doute, mais aussi face aux remèdes qu'on nous propose. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le fait que ces remèdes ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre ou à accepter, notamment parce qu'ils peuvent avoir un coût, hein, parce qu'ils peuvent diminuer notre pouvoir d'achat ou notre niveau de confort. Et d'autre part, deuxième aspect du malaise, ces remèdes peuvent paraître souvent trop simples, je veux dire par là, limités à un aspect ou à certains traits caractéristiques de certaines activités ou de certains produits, comme s'il suffisait de se concentrer sur ces aspects pour supprimer le problème. Or, très souvent, ça ne suffit pas, et en particulier, il ne suffit pas de réduire nos émissions de CO2 pour que tout s'arrange. Et donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est, comme l'a dit Edwin, explorer une manière possible de tenter de rendre ces remèdes à la fois plus acceptables et plus respectueux de la complexité environnementale. Et cette manière possible, c'est le recours à l'analyse de cycle de vie comme outil d'information, mais aussi possiblement comme moyen d'ajuster le prix des biens et des services à la hausse ou à la baisse. Et je vais essayer de montrer, ou en tout cas de proposer, que ce recours à l'analyse de cycle de vie est non seulement plus efficace pour gérer les problèmes environnementaux, mais aussi plus attractif d'un point de vue économique et peut-être plus utile et plus juste d'un point de vue social, notamment parce qu'il permet de dégager plus de moyens pour la redistribution ou le soutien aux groupes défavorisés par les mesures. Alors le plan que je vais suivre, il est en 4 parties. Il y a d'abord une introduction dans laquelle je vais essayer de montrer brièvement en quoi l'analyse de cycle de vie, donc l'ACV, permet d'entrer un peu dans la complexité des problèmes environnementaux. Et puis, j'essaierai aussi d'illustrer par un exemple, celui de la tarification carbone, les difficultés rencontrées dans les tentatives d'ajustement du prix des produits polluants. Puis dans les 2 parties suivantes, je me poserai les questions de la faisabilité technique d'un outil d'information basé sur l'ACV. Donc ça, c'est la partie 2. Et la question de l'intérêt économique d'intégrer un tel outil à un système de taxes. Donc ça, c'est la partie 3. Et puis dans la 4e partie, c'est-à-dire dans la conclusion, je dirais quelques mots sur l'aspect social de cette proposition. Alors, la complexité des problèmes environnementaux, elle transparaît dans ce schéma célèbre de l'équipe de Stephen Ekström à Stockholm, un schéma qui montre que les indicateurs les plus alarmants pour la stabilité du système Terre, pour reprendre l'expression de Stephen Ekström, ne sont pas actuellement le réchauffement climatique, pas seulement, mais aussi et d'abord, à l'heure actuelle, la perte de biodiversité, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore dû à l'usage excessif d'engrais et de lessive, tout cela en plus, bien sûr, du réchauffement climatique et d'autres sujets de préoccupation comme l'usage des sols, l'usage de l'eau, l'acidification des océans, les particules en suspension, etc. Et les auteurs en concluent qu'il est nécessaire de développer une approche intégrée des problèmes environnementaux, un avis largement partagé par beaucoup d'auteurs et d'acteurs, comme l'indiquent les citations que vous pouvez lire. Or, l'analyse de cycle de vie couvre à peu près les secteurs dégagés par Stephen Ekström en prenant en compte de multiples catégories d'impact, pas seulement le réchauffement climatique, mais aussi, par exemple, l'écotoxicité, l'usage des sols, la gestion de l'eau, l'acidification des océans,
l'appauvrissement de la couche d'ozone, les atteintes à la santé humaine, la diminution des ressources non renouvelables, etc. Et ces multiples catégories d'impact sont parfois regroupées en dommages dits finaux qui permettent de communiquer plus facilement à un public élargi les résultats de l'analyse. Ici, dans la méthode retenue, ces dommages finaux sont, vous le voyez, les dommages sur les écosystèmes, sur le réchauffement climatique, la santé humaine et les ressources renouvelables et non renouvelables. Et bien sûr, une autre spécificité de l'analyse de cycle de vie, c'est en quelque sorte sa profondeur que j'ai symbolisée ici par l'empilement de morceaux d'analyse qui évalue donc les impacts d'une activité ou d'un produit tout le long de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'élimination ou le recyclage des matériaux, en passant par les phases de production, de transport, d'utilisation. Donc l'intérêt de cette méthode, c'est de contribuer à éviter ce qui peut arriver justement quand on traite un problème environnemental de façon trop simple ou trop isolée, c'est-à-dire éviter les risques de déplacement des problèmes ou des pollutions vers d'autres phases ou étapes du processus de production, d'autres catégories d'impact ou d'autres régions du monde. Et donc, la CV paraît être une bonne candidate pour contribuer à une approche intégrée des problèmes environnementaux, même si bien sûr cette approche intégrée ne doit évidemment pas se limiter à la CV, elle doit comporter aussi des dimensions, par exemple, régulatoires, sociales, qui pourraient capter des enjeux qui échappent à la CV. Alors, la deuxième chose que je voudrais rapidement faire donc, dans cette introduction, c'est, comme je l'ai dit, donner un exemple de difficultés rencontrées par des mesures d'ajustement du prix de produits polluants. Et donc, si on revient maintenant à l'une des catégories d'impact envisagées plus haut, le réchauffement climatique, et qu'à l'intérieur de cette catégorie, on retient seulement un type d'émission, le CO2, on tombe sur une famille de mesures d'ajustement des prix qu'on peut regrouper sous le terme de tarification carbone. Et les difficultés rencontrées par cette tarification, on les devine dans ce tableau de l'OCDE sur les prix effectifs du carbone au travers d'axes en bleu clair et de taxes carbone en bleu foncé, réparties selon les secteurs et les catégories d'énergie. Et ce qu'on voit, c'est non seulement une distribution inégale par secteur, la taxe carbone se concentrant essentiellement sur le transport, mais aussi un cumul de la taxe carbone avec les axes existantes. La taxe carbone se concentre sur les secteurs où les axes sont déjà les plus hautes. Et l'importance des axes sur les carburants de transport est d'ailleurs telle que fréquemment, le prix payé pour un litre de carburant sera plus élevé dans des pays sans taxe carbone. En Europe, le litre d'essence E5 est plus cher en Italie et en Grèce, pays sans taxe carbone, qu'en Suède, pays avec seulement en plus, chez ces groupes impactés, l'effort imposé est le plus souvent implicite, puisqu'il prend surtout la forme d'axes plutôt que d'une taxe carbone. On a vu avec les gilets jaunes que ça peut poser problème. Et peut-être plus généralement, on voit aussi dans la gestion du Covid, par exemple, combien des choix discriminants peuvent poser problème. Quand des mesures s'appliquent à certains secteurs ou catégories socio-professionnelles et pas à d'autres, elles sont d'autant plus difficiles à justifier et à accepter. Pour consentir à un effort, au fond, quel qu'il soit, environnemental, économique, il faut que cet effort soit ressenti non seulement comme juste, mais aussi comme justement réparti, et qui s'accompagne éventuellement de mesures de soutien, elles-mêmes bien réparties et proportionnées. Alors, la vérité oblige à dire qu'à l'heure actuelle, les systèmes d'échange de quotas d'émissions ont recueilli plus de succès
que les taxes carbone en termes de couverture des émissions de gaz à effet de serre et en termes de nombre de pays participants. Mais les inconvénients de ces systèmes sont également bien connus. En particulier, ils favorisent les fuites ou déplacements de carbone puisqu'ils reposent sur la vente de permis d'émission. Et puis, les émissions carbone ne sont payées qu'une fois qu'un certain quota est dépassé. Il y a donc toute une série d'émissions qui échappent à ce système. Alors, un mot également sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières que la Commission européenne prévoit de lancer prochainement. Il ajustera donc le prix de produits importés en Europe dont le poids carbone n'aurait pas été pris en compte dans d'autres régulations ou tarifications. Le point positif, me semble-t-il, c'est que le mécanisme s'inscrit, disons, dans une démarche par cycle de vie à encourager. Mais le risque ici encore, c'est de se heurter à des problèmes de cohérence et de transparence, compte tenu notamment des nombreux secteurs exemptés de tarification carbone à l'intérieur de l'Union européenne. On peut s'attendre à des annonces à ce propos de la part de la Commission, avec la possibilité sans doute qu'au lieu de supprimer les exemptions sur le territoire européen, le mécanisme d'ajustement ne porte lui-même que sur certains secteurs non exemptés en Europe. Bref, il y a, me semble-t-il, un besoin, voire une nécessité, quand il est question de mesures économiques en faveur de l'environnement, de mieux répartir sur tous les secteurs, sur tous les acteurs en restant juste et proportionné, et aussi sur toutes les catégories d'impact, l'effort, et aussi à l'intérieur de chaque catégorie d'impact sur toutes les substances concernées. Donc, comment procéder? Comme je l'ai dit, je vais maintenant distinguer deux temps. D'abord, la faisabilité de l'utilisation de l'ACV comme outil d'information à large échelle, et dans un deuxième temps, une réflexion sur la possibilité d'usages fiscaux de l'outil d'information. Alors, est-ce qu'on peut utiliser l'ACV comme outil d'information à large échelle? Est-ce que c'est techniquement faisable? La question est, je pense, vraiment d'actualité parce que, en fait, ça vient d'être fait par l'application Yuka, donc bien connue pour ses scores santé associés au scan de produits alimentaires ou cosmétiques, qui vient de lancer, donc c'est tout récent, en février dernier, en collaboration avec 9 autres acteurs de l'alimentation et en partenariat avec 7 organisations, dont l'ADEME, l'Agence française de l'environnement, vient de lancer l'EcoScore. Alors l'EcoScore, c'est un nouveau label environnemental basé sur l'analyse de cycle de vie des produits alimentaires. Et il y a 240 000 produits qui sont d'ores et déjà couverts par ce nouveau label. Donc, voilà, on pourrait dire, la preuve est faite, c'est techniquement faisable, passons au point suivant, c'est-à-dire l'éventuel usage fiscal d'un tel outil. Mais je pense qu'il est vraiment utile et important de s'arrêter un moment sur la méthodologie de cet éco-score et de voir à partir de là quelles pourraient être les caractéristiques d'un outil d'information similaire, mais non limité aux produits alimentaires et rendant possible un ajustement du prix des produits. Alors, la méthodologie développée par Yuka et ses partenaires pour cet éco-score, à mon avis, elle est vraiment remarquable, en tout cas pour sa transparence et pour la manière dont elle est communiquée sur le site Yuka. Il y a une 50aine de pages d'explications qui sont très claires, très accessibles. Et c'est une méthodologie qui consiste à, premièrement, partir des scores par défaut de 2500 catégories de produits alimentaires fournis par la base de données ACV Agribalis, qui est une base de données en accès libre. Et ensuite, deuxièmement, à affiner ces scores par défaut. Je reviendrai sur les modalités de l'affinement, mais d'abord, comment est-ce que ces scores ACV par défaut sont obtenus? Eh bien, par une méthode d'analyse qui est celle recommandée, d'analyse de cycle de vie, qui est recommandée par l'APEF, donc la Commission européenne, dans le cadre de son projet
Product Environmental Footprint. Et c'est une méthode qui, notamment, livre les scores ACV avec leur DQR, c'est-à-dire leur Data Quality Ratio, qui donne le niveau d'incertitude associé aux données. Plus le DQR est proche de 1, plus la donnée est fiable, plus il se rapproche de 5, plus l'incertitude associée est grande. Et selon les critères préconisés par la PEF, une donnée avec un DQR plus grand ou égal à 3 est considérée comme peu fiable. Alors, comme les scores des multiples catégories d'impact sont réduits à un seul score unique agrégé, il faut, pour y arriver, appliquer une pondération, c'est-à-dire donner un poids relatif aux différentes catégories d'impact envisagées. Et le choix qui a été fait ici, dans le cadre de l'EcoScore, c'est d'appliquer les valeurs de pondération recommandées par le John Research Center de la Commission européenne, au terme d'une enquête menée auprès de 2400 personnes tirées au sort dans 6 pays européens et auprès de 518 experts de 48 pays différents. Et vous voyez ici sous forme de colonne bleue la répartition qui a été retenue. Il y a par exemple 21% pour le changement climatique, 8,5% pour les particules en suspension, 8% pour l'usage de l'eau, etc. Et j'ai voulu situer cette répartition parmi d'autres choix de pondération possibles et existants, qui sont donc là ici marqués sous forme de courbe. Et on voit par exemple qu'une pondération reposant sur des valeurs plus individualistes accordera plus d'importance à la catégorie épuisement des ressources minérales, ou qu'une pondération dite égalitarienne, donc plus écocentrique, accordera plus d'importance à l'usage des sols ou encore à l'écotoxicité. Alors j'entre maintenant dans la procédure d'affinement imaginée pour l'EcoScore. C'est donc une procédure qui permet d'aller au-delà des scores par défaut fournis par Agribalise pour chaque catégorie de produits et de permettre aux produits de se distinguer à l'intérieur de ces catégories. Alors la méthode qu'on va maintenant analyser, elle sort du cadre strict de l'ACV. Et je vais la résumer en 2 étapes. La première étape, les concepteurs de l'EcoScore ont choisi d'exprimer le score ACV en valeur relative et non pas absolue, c'est-à-dire sous la forme d'un pourcentage, un peu comme à l'école. Plus le score se rapproche de 100, plus c'est bon, c'est-à-dire plus la qualité environnementale du produit augmente. Et pour effectuer cette transformation des impacts ACV en score sur 100, la formule que vous voyez est appliquée. Alors, pas besoin d'entrer dans le détail de cette formule. Vous voyez le résultat en orange, c'est-à-dire qu'il y a une croissance linéaire du score ACV, donc des impacts, en orange, qui correspond en bleu à ce qu'elle donne en termes de pourcentage. Le pourcentage est lui-même décomposé en 5 zones, du rouge vers le vert ou de E vers A. Alors, comme il est indiqué sur le site Yuka, l'avantage d'une représentation logarithmique, c'est de montrer sur un petit espace une large gamme de valeurs, mais on pourrait ajouter que l'inconvénient d'un score logarithmique, c'est que son incrémentation ne va pas bien exprimer les différences d'impact, puisqu'en fait, chaque augmentation de 20 points sur 100 divise les impacts par 2. En d'autres termes, la zone rouge E couvre des différences d'impact aussi importantes que celles couvertes par C, B et A prises ensemble. Dit encore autrement, plus les différences d'impact sont importantes, moins elles sont exprimées par des différences de pourcentage. Alors, une fois le score ACV transformé en pourcentage, ce pourcentage est lui-même modifié ou affiné en y ajoutant ou retranchant des points selon un système de bonus-malus basé sur différents critères. Vous les voyez ici, la présence ou non d'un label environnemental, une estimation des conditions de transport du produit, les pratiques environnementales des pays producteurs, la recyclabilité de l'emballage, la présence dans la préparation d'espèces menacées par la surpêche ou d'huile de palme dont la culture menace elle-même beaucoup d'écosystèmes,
la saisonnalité, c'est-à-dire s'agit-il de fruits ou légumes de saison, et alors le maximum du bonus cumulé est de 25 points et le maximum du malus cumulé est de moins 30 points. Alors, vous pouvez voir sur un exemple ce que ça donne. Ici, c'est une boîte de Nesquik. On voit ici que le score affiné est de 61%, ici tout en bas, alors que le score ACV par défaut, exprimé en pourcentage, était de 52%. On passe donc de C à B, ou de l'orange au vert clair, en raison du fait que le Nesquik est produit en France. Et ceci malgré le malus dû à la boîte en plastique. Alors, que penser de cet éco-score? Pour ma part, je tiens quand même à saluer l'initiative, d'abord pour le recours à l'analyse de cycle de vie, aussi pour la transparence et la pédagogie méthodologique, pour les dynamiques de partenariat qui ont permis cet éco-score, et puis la volonté, comme on le voit, de souligner ou d'accentuer certains enjeux environnementaux, la biodiversité, l'approvisionnement local, la protection des espèces menacées. Cette volonté me paraît également tout à fait légitime. Néanmoins, on devine que la liberté qui est ici prise avec les résultats d'analyse de cycle de vie sera peut-être plus difficile à se donner dans une méthodologie qui aurait pour but non pas l'élaboration d'un label, mais l'ajustement d'un prix en fonction de résultats ACV. Et c'est bien le projet que je voudrais maintenant présenter brièvement, projet que nous avons appelé DAVIT pour Damage Associated to the Value Chain Information Tool. Alors nous, c'est d'abord moi et mon collègue direct ici à l'ULB, Wouter Achten, et se sont associés à un moment ou à un autre, et notamment à l'occasion de demandes de financement, Tom Boller, ici à l'ULB, Eduardo Traversa de l'UCL, Marie Lamenche de la VUB et Chris Bacchus de la KUL. Alors le financement n'ayant pas été octroyé, on peut toujours parler à l'heure actuelle d'un projet en recherche de financement, de partenaires et tout simplement d'idées ou d'avis. C'est pour ça que je suis vraiment très heureux de le soumettre ici à la discussion. Alors la question ici, c'est à quoi peut bien ressembler un outil d'information basé sur l'analyse de cycle de vie et destiné non pas à un label, mais à un possible ajustement du prix des produits. Et on va lui demander aussi de ne pas se limiter aux produits alimentaires, mais de porter potentiellement sur tous les produits et services vendus et achetés dans le monde. Donc, à quoi est-ce que pourrait bien ressembler un outil de ce type? Au fond, à quelque chose d'assez semblable, au départ en tout cas, au système de l'éco-score. C'est-à-dire qu'ici aussi, on va procéder d'abord à un calcul des scores par défaut de chaque catégorie de produits pour aller ensuite vers un affinement de ces scores. Alors, les différences par rapport à la méthodologie de l'éco-score, c'est qu'ici, le score est toujours donné en valeur absolue et non pas relative, conformément à ce que prévoit la méthodologie ACV. Et d'autre part, les scores par défaut seront tirés non pas seulement d'Agribalise, qui portent essentiellement sur des produits agricoles, mais aussi d'autres bases de données en accès libre ou non libre, comme EcoInvent. Dans ce dernier cas, les données sont non pas communiquées au public, mais elles sont comparées aux données des sources libres pour vérifier la fiabilité des scores par défaut qu'on en tire. Alors, une autre différence importante, c'est la granularité des catégories de produits. Donc, par produit, il faut entendre biens et services. Cette granularité, elle va être moindre que celle de l'éco-score, puisque la classification utilisée est celle de l'ONU, la CPC, dont on part ici. Pourquoi? Parce que c'est une classification qui est explicitement reliée aux bases de données ACV comme EcoInvent, par exemple. Dans cette classification, les fameuses 2500 catégories distinguées par Agribalise correspondent seulement à 248 catégories dans la CPC. Donc, on pourrait dire on perd ici en précision, puisqu'on n'a pas des catégories aussi finement distinguées que dans l'éco-score. En fait, des scores par défaut de larges catégories ont déjà un intérêt majeur,
parce qu'il donne une idée des ordres de grandeur, des impacts des différentes catégories. Et ce faisant, on pourrait dire qu'ils orientent des choix de comportement plutôt que de produits. Choisir entre deux produits à l'intérieur d'une même catégorie, par exemple entre deux paquets de pâtes de marques différentes, ne va en général pas faire une grosse différence. Par contre, choisir entre des pâtes et de la viande fait déjà une différence plus substantielle. Et il y a un intérêt, me semble-t-il, presque philosophique à orienter des choix de comportement plutôt que de produits. Choisir entre deux produits de même type ne remet pas en cause le présupposé selon lequel ces produits sont nécessaires pour satisfaire un besoin. Choisir entre des comportements et donc entre des catégories différentes revient à s'interroger sur les raisons pour lesquelles on engage son action de consommer ou de produire dans une direction plutôt qu'une autre. Alors, une dernière caractéristique à souligner concernant le calcul des scores par défaut, c'est qu'on privilégie les valeurs hautes et non pas moyennes, de façon à empêcher les produits les plus polluants de se dissimuler derrière un score par défaut qui les avantagerait, et de façon aussi à inciter à l'affinement du score, qui sera donc en principe presque toujours avantageux. Donc le score par défaut informe sur les impacts potentiellement les plus importants d'un produit. Si vous achetez un vin, son score par défaut sera celui d'un vin cultivé à l'autre bout de la terre dans des conditions de culture intensive. Alors évidemment, la question se pose de savoir comment est-ce qu'un vin bio local pourra se distinguer. J'en arrive donc à l'affinement. Ici, la différence essentielle par rapport à l'éco-score, c'est que cet affinement se fait de manière collaborative. C'est-à-dire que c'est chaque producteur ou intermédiaire qui décide d'affiner ou non le score de ses produits en informant l'application sur les propriétés du processus qu'il ou elle a en charge. Alors, comment l'informer? Ça peut se faire soit par une ACV spécifique, qui est alors réalisée aux frais du producteur ou de l'intermédiaire, mais qui est limitée à la partie du cycle de vie qui le ou la concerne, donc la partie située entre ses achats et ses ventes. Et ça peut aussi se faire de manière plus automatique, et cette fois totalement gratuite pour le producteur ou l'intermédiaire, si celui-ci autorise l'application à accéder à certaines de ces données comptables, c'est-à-dire à son facturier. Non pas pour connaître les montants facturés, mais pour obtenir trois types de données qui, du reste, pourraient aussi être introduites manuellement. C'est la nature des produits achetés et vendus, leur quantité et les lieux de livraison des produits achetés et vendus. Et à partir de ces données, et en appliquant une méthode dite de comptabilité analytique de flux matériel, on peut estimer les flux de matière liés à l'activité du producteur ou de l'intermédiaire et les répartir, les allouer aux différents produits vendus. Cette méthode, qui a ses propres standards et conditions d'intégration à une ACV, n'est certes pas aussi précise qu'une analyse de cycle de vie, mais elle présente le double avantage d'être gratuite, de demander peu ou pas d'efforts au producteur ou à l'intermédiaire, et d'intégrer automatiquement dans le score toute modification du processus de production qui se traduit par un changement dans les achats ou les ventes. Donc vous voyez sur le tableau à l'écran le principe général de cette méthode. Alors jusqu'ici, j'ai parlé de score ou d'informations environnementales plus ou moins affinées, mais quelle est la forme que va prendre ce score ACV si l'objectif ultime est de rendre possible un ajustement du prix du produit? Alors la forme la plus simple, c'est justement un prix qui répond à la question: quel montant devrais-je payer en plus pour ce produit si le monde allait dans une direction plus soutenable? L'expression soutenable renvoie au scénario S1, axé sur la soutenabilité, sélectionné par le GIEC pour ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique. Et c'est un scénario qui prévoit une évolution du prix de la tonne
équivalent carbone jusqu'en 2100. Vous voyez ici le scénario S1 représenté en orange parmi d'autres scénarios. Mais alors, comme les prix en dollars 2010 de la tonne carbone ne sont pas toujours très parlants, j'ai représenté à droite, dans les deux petits tableaux, l'augmentation correspondante du prix du litre d'essence E5 en euros de notre époque. Et ça donne pour le scénario S1 plus 20 centimes le litre en 2020, plus 1,40 € en 2050 et aux alentours de plus 5 € en 2100. Or, donc, l'application David va déduire de cette évolution du prix carbone celle du prix de tous les impacts mesurables par ACV. Alors, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut déduire du prix de la tonne équivalent carbone, substance de référence pour la catégorie changement climatique, le prix des autres substances de référence pour les autres catégories prises en compte par l'ACV? A priori, on se dit que ce n'est pas possible et qu'il faut évaluer catégorie par catégorie le prix des différents dommages. Et c'est effectivement ce que font les méthodes de monétarisation existantes des résultats ou des scores ACV en s'appuyant sur différents critères comme le coût d'abattement, les coûts de restauration, les préférences révélées, les préférences déclarées, etc. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que aucun de ces critères ne fait consensus. Il donne d'ailleurs des résultats très variables. Vous voyez par exemple pour le prix de la tonne équivalent carbone une variation de 7 à 480 €. Dans une étude de synthèse récente sur ce sujet, l'équipe de Matthias Finbeiner à Berlin a montré notamment que ces différentes méthodes de monétarisation des résultats ACV sont en fait des méthodes de pondération exprimées en valeur monétaire. Dans le tableau à l'écran, j'ai situé ces différentes méthodes de monétarisation dans les couleurs rouge, orangé, par rapport aux méthodes classiques de pondération dans les couleurs bleutées. Alors on peut en passant observer que les méthodes de monétarisation ont tendance à surpondérer les catégories changement climatique et particules en suspension. Et vous aurez noté peut-être le cas particulier ici de Ecotax, qui est une méthode de monétarisation basée sur les taxes existantes en Suède, donc basée sur une volonté sociale de payer. Et tenez-vous bien, Ecotax place 80% du poids des impacts environnementaux sur les gaz photooxydants. C'est dû évidemment au poids des axes dans le secteur du transport. Alors, l'important, c'est que, quel que soit en fait le système de pondération retenu, celui-ci a pour effet de lier ensemble les résultats des différentes catégories d'impact. Ces résultats sont en fait déjà liés par un espace de référence commun, par exemple les émissions en Europe par personne en 2010 dans chaque catégorie d'impact, ce qu'on appelle les valeurs de normalisation. Et cette première liaison est précisée par le poids relatif qu'on accorde à chaque catégorie, par ce qui relève d'un jugement de valeur. Ça, c'est l'étape de la pondération. Dès lors qu'on a fait cela, si l'on fait correspondre à l'une des catégories un montant donné, on peut déduire les montants correspondants pour toutes les autres catégories. C'est une simple règle de 3. Si la tonne équivalent carbone rapportée aux émissions européennes de 2010 compte pour 20% dans la pondération et à un prix fixé à 50 €, eh bien, alors, si la quantité d'une autre substance de référence, d'une autre catégorie d'impact, se trouve dans le même rapport aux émissions européennes de 2010 et compte, par exemple, pour 10% dans la pondération, elle verra son prix fixé à 25 €. Donc, il est possible de déduire, à partir de l'évolution du prix de la tonne équivalent carbone, décrit dans le scénario du GIEC, l'évolution du prix de toutes les autres catégories d'impact reprise par l'ACV. Est-ce que cela veut dire que de cette manière, on trouve le juste prix des pollutions? Certainement pas. Certainement pas. L'approche ici, je dirais, se veut plus modeste ou plus pragmatique. Elle consiste à ne pas trancher, c'est-à-dire à laisser aux États
ce qui leur appartient, c'est-à-dire le soin de fixer ce prix, puisque de toute façon, le paiement effectif des dommages sous forme de taxes dépend en définitive de choix politiques qui relèvent de la souveraineté de chaque État et des niveaux de vie de chaque région, etc. Donc il ne s'agit pas de déterminer aussi précisément que possible ce que devrait être le juste prix en termes absolus pour toute pollution. Il s'agit plutôt d'indiquer de la manière la plus transparente possible comment se passent les étapes d'inventaire, de caractérisation, de normalisation et de pondération des données qui mènent au score ACV et finalement au prix virtuel tiré du scénario S1 privilégié par le GIEC pour ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique. Alors, juste encore quelques mots sur la façon dont cette information serait communiquée concrètement. Prenons l'exemple d'un jeans. À la question « Quel montant devrais-je payer pour ce jeans si le monde allait dans une direction plus soutenable ?» l'application répond, en tout cas répond au consommateur final 5 centimes d'euros, prix qui est ici calculé avec les mêmes valeurs de pondération que l'EcoScore, c'est-à-dire celles recommandées par le Joint Research Center depuis 2018, et en s'alignant sur le prix de la tonne carbone du scénario S1 pour l'année 2021. Donc c'est un prix qui va évidemment augmenter aussi avec les années, bien sûr, mais aussi à mesure qu'on avance dans la chaîne de production, puisque les impacts sont cumulatifs. Et le prix, il est accessible à n'importe lequel des acteurs de la chaîne de valeur, qu'ils soient producteurs, intermédiaires ou consommateurs final. Alors, au-delà de ce prix, vous voyez que l'application détaille aussi la manière dont se répartissent les impacts à l'origine du score ACV. La répartition peut se faire par substance équivalente, mais elle peut se faire aussi sous la forme d'un prix, comme c'est le cas ici. Et le prix peut aussi se subdiviser par catégorie de dommages finaux ou encore par processus dans la chaîne de production ou encore par intermédiaire dans la chaîne de production. Et l'application fournit aussi la projection du prix des dommages dans l'avenir si le produit reste inchangé, toujours sur base du scénario S1 du GIEC. Alors j'en arrive à la question de savoir comment intégrer un outil d'information de ce type dans un système de taxes. Et avec Wouter Acht, nous avons proposé en 2018 un modèle possible d'intégration fiscale de l'ACV, modèle que nous avons appelé DAVAT pour Damage and Value Added Tax. L'idée générale de ce modèle, c'est de suivre la structure existante de facturation propre à toute chaîne de valeur et déjà exploitée dans le système TVA où chaque intermédiaire paye la TVA dans ses achats et se fait rembourser cette TVA au prorata de la TVA récoltée dans les ventes. Alors ici, les variations du taux de TVA sont dues au fait que la production du jeans passe par différents pays avec différents taux standards de TVA. Alors l'idée, c'est d'ajouter à ce système ou à tout système de taxe à la consommation qui est fonction du prix des produits, une composante unitaire que vous apercevez ici. Alors, je ne sais pas si je peux un moment faire ceci. Vous apercevez ici donc la composante unitaire, c'est-à-dire l'accise, c'est-à-dire une taxe qui n'est plus fonction du prix du produit, mais de sa quantité physique, poids ou volume, et bien entendu de critères ACV. Et cette nouvelle accise, nous l'avons appelée GDT, c'est-à-dire Global Damage Tax, parce qu'elle se base sur des impacts qui sont générés par le produit tout le long de son cycle de vie, partout dans le monde. Alors vous voyez avec les flèches vertes et rouges que le taux de l'ancienne TVA pourrait diminuer à mesure qu'augmente le prix de la GDT, de sorte que les prix des produits peu polluants soumis à la TVA diminueraient, tandis que le prix des produits les plus polluants augmenterait proportionnellement à leur degré de pollution. Avec la possibilité aussi, à terme, lorsque les pollutions seraient devenues moins nombreuses, c'est évidemment le but de l'opération,
de remonter graduellement le taux classique de la TVA. Alors évidemment, ce n'est qu'un modèle, hein, et soit dit en passant, ce modèle se heurterait en Europe à la règle qui veut que le taux standard de la TVA ne doit pas descendre en dessous de 15%. On pourra éventuellement en reparler dans la discussion. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le seul modèle possible d'utilisation fiscale d'un score ACV. Mais pour signaler quelques caractéristiques de ce modèle, je dirais premièrement qu'il ne propose pas de taux différenciés selon les produits. Dans le système d'AVAT, il n'y a que deux taux. L'un qui multiplie les prix, c'est le taux TVA classique, et l'autre qui multiplie les scores ACV. Alors les produits, c'est vrai, deviennent au fond bidimensionnels. Ils ont un prix et un score ACV, mais les taux, eux, sont simplifiés, en tout cas si le taux de TVA diminue suffisamment pour pouvoir absorber les taux réduits qui existent à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas un système de taux différenciés, ce n'est pas non plus une taxe douanière, puisqu'elle applique les mêmes critères aux produits domestiques et étrangers, à la différence, par exemple, du système d'ajustement carbone aux frontières actuellement prévu en Europe. C'est un système aussi qui essaye d'utiliser la même dynamique que la TVA. La TVA s'est propagée depuis son invention en France en 1954 dans presque tous les pays du monde, sans débat majeur, sans négociation internationale, simplement en raison, je dirais, de la stabilité de revenus qu'elle procure aux États et de la neutralité économique de la taxe, en ce sens qu'elle n'est pas payée par les entreprises, et aussi, bien sûr, son caractère relativement indolore pour le consommateur. L'idée, c'est en quelque sorte d'épouser la structure de cette TVA, de mettre en tout cas quelques-unes de ses caractéristiques au service, disons, de l'environnement. Alors, est-ce qu'on peut estimer les revenus d'une taxe basés sur des critères d'analyse de cycle de vie? L'exercice a été fait récemment par l'équipe de Matthias Finnbeiner à Berlin sur le cas particulier de la Suède. Dans ce pays, une taxation sur base de la méthode de monétarisation ACV écotaxe, vous vous souvenez, c'est celle qui met 80% des impacts sur les gaz photoxydants, coûterait annuellement à chaque Suédois environ 7 900 €, contre les 5 400 € de TVA et 240 € de taxe carbone actuellement payés chaque année par chaque Suédois. Donc ça donne, je dirais, une idée du revenu potentiel de taxes basées sur des critères ACV. Et le même genre d'estimation peut être réalisé sur un panel plus large, ici 45 pays. Alors ici, les valeurs de pondération qui ont été appliquées sont celles non pas d'écotaxe, mais de la Commission européenne en 2018, donc les mêmes que celles reprises dans l'EcoScore. Et le scénario retenu, c'est celui d'une baisse progressive du taux standard de la TVA ou des sales tax jusqu'à un plancher de 1%, et d'une hausse progressive, donc chaque année, hein, on monte progressivement pendant 10 ans la GDT, et on calque cette hausse sur le scénario S1 du GIEC, c'est-à-dire que c'est une hausse qui va mener partout à un prix de la tonne équivalent carbone de 220 $. Alors, sur le schéma, on voit que le tax shift est, j'allais dire théoriquement, hein, faisable dans les 45 pays considérés, et qu'il ouvre dans certains pays à de multiples possibilités de redistribution ou réduction d'impôts compte tenu des revenus excédentaires annuels pouvant aller jusqu'à 400 milliards de dollars en Chine, 300 milliards aux États-Unis, etc. Alors, le but n'est évidemment pas de générer de tels surplus, mais ici encore, ça donne simplement une idée du revenu potentiel de taxes basées sur des critères ACV. Il est clair, évidemment, que pour configurer de telles taxes, bien d'autres critères doivent être pris en compte, et notamment sociaux. Et ceci m'amène à ma conclusion en 2 slides. D'abord, pour résumer ce que j'ai essayé de vous soumettre, de vous présenter, en style télégraphique, je dirais subdivision de l'ACV en autant d'étapes qu'il y en a dans la chaîne de facturation, affinement des résultats ACV par comptabilité analytique de flux matériels. Alors, quelque chose que je n'ai
pas encore souligné, c'est que même à titre d'information, l'outil peut déjà servir ou peut déjà permettre des initiatives de collecte de fonds, parce que rien n'empêche des individus, une association, une municipalité de se servir des prix virtuels associés aux produits pour proposer des paiements volontaires, soutenant par exemple des projets environnementaux. Et puis, une idée encore, c'est qu'au niveau fiscal, cela, je l'ai déjà dit, c'est qu'on ajoute à la TVA ou au sales tax une accise qui est donc fonction de la quantité physique du produit et non plus de son prix. Un point également que je voudrais souligner, c'est que mettre un prix, comme on le fait ici, sur des dommages environnementaux n'implique pas nécessairement comment dirais-je, de marchandiser la nature. Dans le système proposé, on ne peut pas faire commerce des impacts ou des pollutions associées aux produits vendus parce que ces pollutions sont indissociables du produit. Donc, il n'y a pas de droit de propriété spécifique sur les pollutions. Pas plus qu'on ne peut vendre ou acheter une TVA séparément des produits auxquels elle est associée. Et surtout, le dernier point que je voudrais souligner, c'est qu'on a peut-être ici, et ce n'est pas courant, une heureuse rencontre entre les exigences environnementales, les contraintes économiques et aussi potentiellement les aspirations sociales. C'est une sorte de cercle vertueux qui pourrait apparaître ici, dans la mesure où en recourant à l'analyse de cycle de vie comme outil de taxation, on élargit à la fois le nombre de points d'attention et de caractéristiques imposables. Ce qui a pour effet, d'une part, c'est la flèche de droite, de lutter plus efficacement contre les problèmes environnementaux, notamment en prévenant les déplacements de pollution, ce qui profite déjà aux populations les plus touchées par ces problèmes. Et d'autre part, c'est la flèche de gauche, ça permet aussi une consolidation ou une réorganisation des recettes de l'État, ce qui augmente les possibilités de redistribution ou de soutien aux groupes défavorisés par l'augmentation des produits les plus polluants, et ce qui augmente aussi les possibilités de financement des infrastructures à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de nos pays. C'est important que les mesures de soutien ne soient pas seulement intranationales mais aussi internationales. Et puis, on l'a vu avec le modèle d'AVAT, le revenu potentiel de taxe basé sur des critères ACV est tel qu'il permet, par exemple, une réduction du taux normal de TVA, sachant que la TVA est un impôt régressif qui pèse plus lourdement sur les personnes à faible revenu. Baisser son taux contribue à diminuer cet aspect régressif. Et la possibilité existe aussi, lorsque le taux de TVA a été fort abaissé, d'élargir l'assiette de cet impôt, ce qui le rendrait à la fois plus stable et plus efficace le jour où il faudra progressivement remonter son taux parce que la pollution aura diminué et que les taxes environnementales rapporteront moins. Voilà, ça c'est l'idée toute simple de ce schéma. Donc, c'est l'idée qu'une approche intégrée des problèmes environnementaux peut être gagnante environnementalement, économiquement et socialement. Évidemment, ça n'en fait pas une panacée. Cette idée d'utiliser la CV à des fins fiscales, à mon sens, elle n'est pas en compétition, mais plutôt en complémentarité avec d'autres mesures, d'autres actions réglementaires, politiques, sociales, qui restent bien sûr absolument indispensables. Et je vous remercie pour votre attention.